Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le Nigérian Abdallah Bouraima remplace Hadjibou Soumaré à la tête de la présidence de la commission de l'UEMOA. Ce soir, retour sur le compromis qui a abouti à ces nominations. Le Sénégal perd ce poste mais prend la vice-présidence de la BCEAO, la présidence du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Dakar, ville touristique, la capitale du Sénégal, attire. Entre ces îles de la Madeleine, son phare et son monument de la Renaissance, plusieurs autres sites visités par des milliers d'étrangers chaque année. Il faut dire qu'en face de l'océan Atlantique, Dakar et ses merveilles vous invite à prendre un bol d'air avant d'atterrir au Cap Skirring. Le fruit de la Casamance, la mandarine casamançaise, elle a tout pour rivaliser avec les autres variétés. Il faut dire que son jus, son goût, son zeste, autant de qualités qui font de ce fruit justement un bon produit made in Sénégal, mais bousculé par la concurrence. Le gala de Pâques, c'est ce vendredi, 3 jours avant l'événement. Le marché prend des couleurs. 1000 pâtes d'arachide, pain de singe, les produits qui font courir en cette période sont bien là. Et puis dans la rubrique au cœur de nos cultures, une compétition de régate qui résiste au temps. Bosso et Somono, ces peuples du Mali rivalisent d'ailleurs autour du fleuve avec leurs pirogues. Ils célèbrent ainsi une bonne campagne de pêche ou une période d'hivernage prometteuse. Bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le compromis qui a abouti à la nomination du Nigérien Abdallah Bouraima à la tête de la commission de l'UEMOA. Dans les coulisses du sommet d'Abidjan, que de tractations. Le Sénégal perd en poste mais prend la vice-gouvernance de la BCEAO et la présidence du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Pabiram Bigenya. Dans les coulisses du sommet, les négociations et autres tractations ont commencé aux premières heures d'une matinée cruciale pour l'avenir de l'Union, qui, pour présider aux destinées de la commission de l'UEMOA, la question est sur toutes les lèvres et tout se joue entre le Sénégal et le Niger. Le Sénégal et le Niger avaient une divergence sur la question de la présidence de la commission. Le Niger, fort de l'acte additionnel qui a été signé en 2011, était dans son droit d'exiger que le poste lui revienne. Le Sénégal également, considérant que lorsqu'il a appris, et lorsque j'ai appris en 2013, l'existence de cet acte additionnel, j'avais saisi lors d'un sommet à Dakar, sommet de l'UEMOA suivi du sommet de la CEDEAO de 2013, que nous acceptions la rotation globale ou alors que nous différions l'application sélective de cette rotation sur la seule commission de l'UEMOA. Et sur cette base, il y avait eu un consensus non acté, mais un consensus oral entre chefs d'État qui avait permis de maintenir le statu quo, ce qui avait permis le renouvellement, entre autres, de tous les postes du gouverneur de la Banque centrale, des 2 vice-gouverneurs et lorsqu'il s'est agi de renouveler la commission, on a achevé. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État se retrouvent à huis clos pour attaquer les sujets sensibles. Parmi ces questions, la succession de Hadjibou Soumaré à la tête de la commission. Il s'agit pour les chefs d'État de trouver un accord bâti sur des éléments de compromis. Aujourd'hui, la sagesse a prévalu et j'ai accepté, à la demande de mes pairs, de laisser terminer le mandat du vice-gouverneur du Niger, que le Sénégal va récupérer dès 2018, à la fin de ce mandat, pour un mandat de 3 ans. Et en attendant, le Sénégal hérite de la présidence du CRIMF, qui est le Conseil régional pour l'épargne et les marchés publics. Nous avons désigné le président, un cadre supérieur issu de la Banque centrale, qui travaille au ministère de l'économie et des finances, M. Momodou Ndiaye, qui déjà représentait le Sénégal dans cette commission. Donc je l'ai proposé, il a été désigné par les chefs d'État comme président du CRIMF et comme je vous l'ai dit, dès la fin du mandat du Niger à la Banque centrale, le Sénégal également va prendre le poste de vice-gouverneur et à la fin du mandat unique du Niger, il est retenu à partir de 2021, le Sénégal reprend définitivement le poste de l'UEMOA. Voilà le compromis qui a permis non seulement d'avancer dans le cadre de la solidarité, mais aussi de renforcer la marche de notre union qui déjà a eu des performances économiques remarquables.
Autre sujet important évoqué au cours de la séance à huis clos, l'état de santé de la monnaie commune. Les derniers indicateurs sont au vert. Le franc CFA se porte bien, contrairement aux informations véhiculées ça et là. Le président Alassane Dramane Ouattara monte au créneau. Notre monnaie se porte bien. La zone UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation. Alors que, en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ de 3 mois d'importation. Les politiques macroéconomiques sont bien tenues. La croissance économique est forte, 4 fois la moyenne sur le continent africain, 6,8%, comme je l'ai dit, par rapport à 1,6% pour la moyenne du continent. Le taux d'inflation est maîtrisé, moins de 2%. Les déficits budgétaires également. Et bien sûr, la dette extérieure fait l'objet de toutes les attentions. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres, et notamment nos populations, que notre monnaie est saine et elle a de bonnes mains. La voie de la sagesse a donc triomphé pour préserver l'esprit de solidarité et d'intégration entre pays membres de l'UEMOA. Le Sénégal hérite par ailleurs du poste de président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. C'est ainsi que le président de la République Macky Sall a regagné Dakar le même jour en début de soirée. Rend hommage à Justina Miguel Gil, la directrice de la pouponnière de la Médina, a reçu la croix d'officier de l'ordre d'Isabelle la catholique. La récipiendaire est connue pour son humanisme et son dévouement à l'endroit des enfants. La première dame était l'invitée d'honneur, Lamine Touré. La croix d'officier de l'ordre d'Isabelle la catholique remise à la sœur Justina Miguel, une distinction qui récompense la générosité de la directrice de la pouponnière de la Médina. Il s'agit d'un hommage à une personne qui exemplifie des valeurs de solidarité, de générosité et d'amour. Valeurs qui sont admirées par tous ici présents et que le gouvernement d'Espagne a voulu remarquer par l'octroi de la croix d'officier de l'ordre d'Isabelle la catholique que j'ai le plaisir de remettre à sœur Justina. Des nouveau-nés aux personnes les plus vulnérables, la sœur Justina ne cesse d'amplifier les valeurs de solidarité et c'est cet humanisme qu'elle partage avec la première dame venue assister à cette distinction. À 80 ans, dont 43 consacrés aux œuvres sociales en Afrique, la directrice de la pouponnière de la Médina vient encore d'être honorée au plus haut niveau par le gouvernement d'Espagne. Son travail lui a valu l'appui, le respect et la reconnaissance de la communauté locale et internationale de Dakar, y compris les organismes officiels, les entreprises et les entités sénégalaises, avec lesquelles elle maintient d'excellentes relations à tous les niveaux. Plusieurs membres de sa famille religieuse ont assisté à la cérémonie. Fierté et émotion ont vivement marqué la bénéficiaire. Le seul mot que jaillit de mon cœur, c'est un mot de gratitude. Tout d'abord, envers Dieu qui me garde en vie active jusqu'au présent. Ensuite, envers l'État sénégalais, ma famille religieuse et ma famille biologique. Tous les organismes, bienfaiteurs, collaborateurs dans l'hôpital principal, Albert Royer et leur corps médical. Diplômée en médecine, la sœur Justina Miguel continue de servir les plus démunis. Aujourd'hui, elle fait partie des ressortissantes espagnoles au Sénégal qui font honneur à leur pays. Deuxième édition des journées portes ouvertes du Conseil économique, social et environnemental. Ouverture ce matin en présence de la présidente de l'institution, la gestion durable des ressources naturelles. Et le thème de cette année, l'événement permet de rendre plus visibles les activités du Conseil. Hamidou Diop.
En organisant ces journées portes ouvertes autour du thème « La gestion durable des ressources naturelles au Sénégal », le Conseil économique, social et environnemental répond à l'appel du président de la République qui avait demandé à cette institution de trouver des modalités de gouvernance de ces futures ressources. Il est convenu d'appeler la malédiction du pétrole, c'est parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place en réalité des mécanismes d'une exploitation inclusive de gestion durable de leurs ressources. Cependant, on peut bien noter que la découverte et l'exploitation bien encadrée du pétrole et du gaz dans d'autres pays ont été un grand catalyseur du développement économique et social. L'initiative du Conseil économique et social, institution de dialogue et de contribution, est saluée par le Conseil économique ivoirien qui a envoyé son président. Notre présence à ce rendez-vous revêt une double symbolique. La première nous renvoie aux liens séculaires d'amitié et de fraternité qui existent entre nos deux pays et qui unissent leurs destinées depuis les pères fondateurs de ces républiques sœurs. Ces liens nourrissent également la coopération confiante qui ne cesse d'être cultivée entre nos nations. Pendant ces 3 jours, 4 panels sont prévus sur la gestion pétrolière et gazière, leur mode de gouvernance et les impacts environnementaux. L'objectif est de recueillir les informations nécessaires au traitement de la saisine présidentielle. En choisissant de consacrer la réflexion de la 2e édition des Journées Portes Ouvertes du Conseil économique, social et environnemental sur les modalités d'une gestion durable de nos ressources naturelles, dans un contexte marqué par les récentes découvertes de gaz et de pétrole, vous faites preuve d'une grande capacité d'anticipation. À la fin de ces journées portes ouvertes, un document de synthèse sur la gestion durable des ressources naturelles sera produit par tous les acteurs. Saint-Louis a abrité la 5e édition du Forum des journées économiques. Le ministère de la Gouvernance locale et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal entendent booster le potentiel économique du terroir, mais soucieux justement du développement local. Sherpa Magaye. Les journées économiques du ministère de la Gouvernance locale ont été lancées ici à Saint-Louis il y a 5 ans. Et pour cette 5e édition, Saint-Louis a également abrité les expositions et la réflexion. Pour ces journées, le ministère de la Gouvernance locale a mobilisé toutes les entreprises à travers la CNES, l'objectif étant de créer les conditions d'un développement de tous les territoires du Sénégal. Que le secteur privé sénégalais, particulièrement la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, prennent en charge les préoccupations de mise en œuvre du plan Sénégal émergent en termes d'analyse et de, regard sur la participation du secteur privé dans la mise en œuvre de ce plan. Cela est très encourageant. Cela veut dire qu'il y a une bonne appropriation du plan Sénégal émergent. Le maire de Saint-Louis, M. Mansour Faye, a consolidé les acquis de la première édition pour que cette 5e soit une véritable réussite. Le maire, qui a fait tout le nécessaire, a intégré sa démarche à travers le référentiel des politiques économiques et sociales, qu'est le plan Sénégal émergent. Les objectifs économiques déclinés dans la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à travers l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent, justifient à souhait ces réflexions. S'il est admis que l'État doit mettre les conditions de stimulation du potentiel d'investissement existant, la création de richesses sur l'étendue du territoire national doit obligatoirement émaner d'un partenariat public-privé, collectivité locale. Ce trépied sur lequel doivent reposer les économies locales doit faire l'objet d'échanges entre l'État et les forces productrices existantes. À l'image de Saint-Louis, les régions de l'intérieur doivent jouer pleinement leur rôle et s'outiller en vue de rompre cette dangereuse bipolarisation de notre économie. Ainsi, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a félicité la CNES et le ministère de la Gouvernance locale à travers cette démarche novatrice. L'ambition est de créer des territoires viables et compétitifs.
Le comité de règlement des différends de l'ARMP publie son deuxième rapport. Il couvre la période 2014-2015 et comprend 400 décisions. 21 cas ont été choisis pour servir de thématique, entre autres la jurisprudence qui entoure la gestion des différends. Fatou Saro. Après un premier rapport en 2014, le comité de règlement des litiges de l'ARMP vient de rééditer son rapport d'activité pour mieux éclairer sur la démarche qui sous-tend ces décisions. Annuellement, le comité de règlement des différends rend autour de 300 à 350 décisions, voire 400 décisions. C'est beaucoup de décisions. Et ces décisions nous donnent l'occasion de voir un peu le panorama des types de contentieux qui existent entre l'administration, les autorités contractantes et le secteur privé. C'est pourquoi nous faisons actuellement la deuxième édition qui a recensé les décisions de 2014 et de 2015, donc avec les commentaires du consultant, pour permettre d'avoir une meilleure compréhension, un meilleur éclairage sur les motivations des décisions qui ont été rendues durant cette période. Ces informations partagées avec une quarantaine de structures sont destinées essentiellement aux acteurs de la commande publique, au secteur privé et à la société civile. C'est destiné également à la magistrature, parce que c'est le contentieux économique qui porte sur des milliards, c'est des contentieux extrêmement importants qui peuvent également être déférés au niveau de la justice. Toutes ces questions aussi peuvent être déférées au niveau du médiateur de la République qui peut trouver des solutions pour que les parties puissent éviter d'aller dans un contentieux judiciaire et que chacun puisse s'y retrouver. D'une certaine manière, ce bulletin sert de jurisprudence. Cela permet d'abord à ceux qui saisissent le Conseil de savoir à quoi ils peuvent s'attendre, parce qu'il y a un trend, il y a, si vous voulez, une jurisprudence qui est en train de s'étaler et qui permet de prévoir ou de prévenir ce qui pourrait vous arriver. Qu'on ne soit pas dans un flou absolu où la décision à intervenir n'a pas d'antécédent et certainement n'aura pas de précédent. Le rapport présente les avis et décisions rendus par le CRD. 21 cas ont servi de thématique. En plus de sa version papier, il sera disponible sur le site de l'ARMP. La cellule genre du ministère du Renouveau urbain forme ses membres en approche genre. C'est pour mettre en application les directives de l'État relatives à l'institutionnalisation du concept dans les différentes politiques, programmes et budgets sectoriels. Le ministre du Cadre de vie, de l'Habitat et du Renouveau urbain a présidé les travaux. Fanta Badji. Le genre, un concept point nouveau, mais aussi point dépassé de nos jours, puisqu'on en parle encore dans certaines sphères. Pourtant, depuis 2005 et même bien avant, l'État du Sénégal l'a intégré dans la gouvernance des différents ministères et autres structures étatiques. Au renouveau urbain, une cellule genre est mise sur pied pour veiller à l'application correcte de cet outil de promotion de l'équité. Au niveau de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie, la prise en compte du genre dans les politiques mises en œuvre devrait contribuer positivement à l'atteinte des objectifs spécifiques assignés au secteur et consiste notamment à assurer une gestion rationnelle et durable des villes et des agglomérations à travers une démarche pragmatique, participative et inclusive. La cellule genre est dès lors interpellée puisque la tutelle compte justement sur la prise en compte de la dimension genre pour réussir la mission assignée au département. Il faut en réalité former les gens sur la manière d'agir. Et la première manière d'agir, c'est d'arriver à avoir des indicateurs qui permettent d'avoir des résultats qui distinguent l'apport des femmes de l'apport des hommes. C'est pourquoi on parle d'indicateurs sexospécifiques. Dans cet exercice, la cellule travaille avec d'autres ministères et autres organismes. Cet accompagnement permettra une meilleure appropriation du concept par ses membres. Les gaps constatés lors des audits techniques genre, déjà effectués dans certains ministères, renforcent la pertinence à apporter des réponses à la question relative au renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure prise en compte du genre dans les interventions quotidiennes. L'atelier de ce jour est un témoignage de l'engagement de notre pays, le Sénégal, à s'insérer dans la promotion du genre, afin de nous assurer que les femmes et les hommes puissent jouir pleinement d'un cadre de vie qui nous permette d'être des acteurs de développement et de bénéficier du développement humain.
Après cet atelier, tous les programmes et autres activités qui seront formulées par le ministère se feront sur la base de l'équité conformément aux objectifs de développement durable relatifs à rendre les villes inclusives, sûres et durables. Amélioration de la qualité des enseignements par l'utilisation des TIC à Bandafassi dans la région de Kédougou. Les disciplines comme les sciences physiques, les mathématiques et la philosophie sont mieux comprises par les élèves. Ces derniers ont profité de la visite du ministre de l'Éducation pour solliciter l'appui des autorités à une meilleure fourniture de l'électricité et une bonne connexion à Internet. Massamba Djana. Bandafassi, au pied des montagnes. Nous sommes à 15 km de Kédougou, soit 700 km de Dakar. Dans cette commune rurale, comme par miracle, les élèves de terminale et leurs professeurs utilisent les technologies de l'information et de la communication grâce au projet de ressources numériques pédagogiques. Ça nous permet encore de gagner plus de temps. Les laboratoires restent toujours la meilleure stratégie, mais avec ces ressources, ça nous permet quand même d'accélérer et que les élèves parviennent à comprendre certaines notions. Je pense que ça ne peut pas remplacer le professeur. L'élève a toujours besoin d'un professeur devant lui pour l'expliquer, mais ça peut aider le professeur et nous sommes au XXIe siècle. On ne doit pas avoir peur de la technique. La technique va avec ce qui est l'avancement de notre société. Avec l'utilisation des ressources numériques, nous sommes un peu en avant par rapport aux autres collèges. Parce que, en plus, les expériences sont palpables. On arrive à bien comprendre les leçons et après chaque cours, on peut prendre les tablettes et revoir les leçons encore. À Bandafassi, les disciplines ciblées par le projet attirent beaucoup d'élèves. Chez les professeurs, c'est surtout un outil de formation continue. Ces ressources permettent à des élèves qui sont dans des zones périphériques où quelquefois on a des professeurs débutants d'avoir le même niveau, la même qualité d'enseignement que des élèves qui ont un professeur expérimenté et chevronné. Donc je pense que de par ce qu'on a vu ici au lycée Bandafassi, on se rend compte que c'était un projet qui est pertinent et je me réjouis que ce projet ait été mené de façon endogène par le ministère de l'Éducation nationale sans l'intervention d'un partenaire au développement ou d'un bailleur de fonds sur les ressources de l'État. Toutefois, à Kédougou, comme dans beaucoup d'établissements des régions de l'intérieur, le dysfonctionnement noté dans la fourniture de l'électricité et de l'Internet reste des facteurs limitants. Et on a besoin donc que l'État puisse nous donner de l'électricité, qu'on puisse savoir. Sinon, on serait toujours obligé de programmer nos cours par rapport à l'électricité. Et ça vient ici à 9h et les cours d'habitude commencent à 8h. Ici, le problème en est qu'on n'a pas de Wi-Fi et le réseau est un peu mauvais pour se connecter. Ce qu'on voulait vraiment, qu'ils viennent soutenir l'établissement de Bandafassi. Parce que je pense qu'avec un peu de soutien, nous arriverons à relever le défi. Le projet ressources numériques pédagogiques a démarré en 2016. Les 240 lycées ciblés sur l'étendue du territoire national sont à l'heure actuelle équipés, entre autres, d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs, de tableaux blancs interactifs, d'appareils photo numériques, de disques durs externes, de clés Internet et de tablettes numériques. C'est parti pour les 18e journées médicales de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. Elle concerne la médecine, la pharmacie, l'odontologie et l'école vétérinaire. Cette édition, placée sous le thème des urgences, coïncide avec le centenaire de la faculté. Il faut remonter à 1916-1918, à l'époque de l'école de médecine Jules Carde, pour trouver le point de départ. Un vibrant hommage a été rendu à un grand maître de la chirurgie, éternel formateur, le professeur Adrien Diop. La synthèse de l'ouverture avec Omar Tchao. Une ambiance de soutenance de thèse de doctorat, bien plus que cela, les 18e journées de la faculté mixte. Cette année, elles sont élargies aux jeunes structures de formation publique et privée. Ce n'est plus la fac de médecine qui est seule en train d'enseigner, mais il y a d'autres également structures publiques. Vous avez aussi des universités privées. Aujourd'hui, on peut apprendre la médecine et les sciences de la santé en général ailleurs qu'à Dakar, où tout a commencé en 1916 à l'école Jules Carde. L'école ne fut reconnue que le 14 janvier 1918 par décret, soit quelques mois avant la fin de la Première Guerre mondiale. Dans la touche de l'historien, un professeur de mathématiques dont l'intérêt pour la connaissance s'inscrit dans un espace à plusieurs dimensions. Selon lui, les urgences, thème de cet événement, sont centrales dans la vie des populations. En effet, dans nos familles, tous les cas de maladie sont considérés comme des urgences et nos services d'accueil et des urgences, pour la plupart, en sont à leur mise en place progressive.
Ce rendez-vous scientifique est sans doute le plus important de l'UCAD, ou à tout le moins le plus ancien, car organisé depuis 1957. C'est une tribune d'expression, c'est une tribune où on expose l'ensemble des travaux scientifiques réalisés par les universitaires. Le rayonnement de l'UCAD sur le continent n'est pas surfait et la faculté de médecine sort du lot. Leadership incontestable dans la conduite des réformes universitaires en général, dans les processus d'harmonisation des curricula en cours dans le domaine des études médicales au sein de l'espace francophone. Un des sous-thèmes attendus à ces journées, la CME. Si la couverture maladie universelle est réussie, ça va sécuriser notre pratique médicale, ça va sécuriser aussi les patients et ça va permettre aux populations sénégalaises de bénéficier des soins de qualité. La réussite de cette couverture maladie universelle sera la panacée. Pour ne pas que les journées ressemblent à une affaire d'experts dans une tour d'ivoire, une activité grand public sur les gestes qui sauvent est au programme de cet événement qui honore professeur Adrien Diop. Vous êtes là, toujours là, pour la préparation à l'agrégation des élèves de vos élèves. Quelle générosité! Un maître de la chirurgie généreux dans sa spécialité qui, s'il a posé bistouri et scalpel, est toujours au fait de ce qui se fait. Il y a tous ces autres absents disparus pour qui une minute de silence a été observée dans le recueillement et le souvenir de leur legs impérissable. Après les merveilles de l'Est hier, place aujourd'hui aux merveilles de l'Ouest. La capitale sénégalaise fait partie des destinations touristiques les plus populaires. Dakar dispose de sites touristiques fascinants entre le lac Rose, les îles de la Madeleine et le monument de la Renaissance africaine. On a l'embarras du choix. Visité avec Koumbaya Ratemar. Une vue impressionnante de Dakar ceinturée par l'océan Atlantique. Ce qui fascine encore plus, c'est ce couple et son enfant du haut de la colline volcanique des Mamelles. Le monument de la Renaissance africaine est aujourd'hui l'une des merveilles les plus visitées de la capitale et d'Afrique. Le nombre de visiteurs dépasse les 3000. Durant l'hiver, à partir par exemple du mois de décembre, novembre, décembre, jusqu'au mois de mai, je peux vous dire que chaque semaine, nous recevons plus de 4000 personnes. En période d'été, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, ça fait chaque jour le plein. On reçoit plus de 7000 personnes. Il y a véritablement une balance, un équilibre entre les nationaux et les étrangers. Cette délégation de l'armée gambienne, invitée à la fête de l'indépendance, a profité de l'occasion pour une découverte de ce haut lieu touristique. Je n'ai jamais su que ce lieu renferme de telles choses. C'est une véritable merveille. Je suis allé jusqu'au sommet. C'est vraiment sublime. Autre site merveilleux, la colline jumelle portant le mythique phare des Mamelles. Construit en 1864 tel une boussole, il oriente les bateaux et autres pirogues, mais attire pas mal de touristes. Non loin de là, en pleine mer, le parc national des îles de la Madeleine, composé des îles Lougnes, d'un parc marin et d'une partie terrestre, au total 45 hectares qui offrent une large biodiversité. Espèces donc de la faune qui niche, telles que les cormorans, il y a la stane bridée qu'on ne trouve pas n'importe où d'ailleurs, sinon qu'aux îles de la Madeleine. En plus maintenant de sa richesse en termes de biodiversité faunistique, il y a plein de végétaux qui sont là dans le parc qu'on ne peut pas trouver nulle part à Dakar. Le parc national des îles de la Madeleine est considéré par une grande population lébou comme en fait un site sacré. L'îlot Sarpan garde aussi ses vestiges à travers cette case, la case Lacombe, où a été incarcéré le sergent Sarpan, un soldat rebelle de l'armée coloniale. Jeanne et Anna viennent du nord-est de la France, deux touristes attirés par les secrets de cet îlot à merveille. Le fait que ce soit vierge et qu'il y ait plein d'oiseaux et que la nature, c'est ça qui nous a aussi attirés. Le parc ornithologique, c'est différent de ce qu'on voit ici. Hier, on était à Dakar, par exemple, toute la journée et du coup, on voit un truc un petit peu différent. Du coup, voilà, on a choisi les îles de la Madeleine.
En France, on a beaucoup d'îles, mais elles sont souvent petites et elles sont quasiment toujours aménagées. Il y a des gens qui vivent, ou du tourisme, des gîtes, des gens qui dorment. C'est très très rare qu'il y ait des îles qui ne soient pas exploitées au maximum. Donc ça, c'est vraiment sympa à voir. Les îles, le premier plaisir qu'on peut éprouver, c'est qu'au niveau des îles de la Madeleine, à partir du poste de commandement, on a au moins 2,5 km de balade en pleine mer avant d'arriver au niveau du parc pour voir encore d'autres merveilles. Ces dunes sont à une trentaine de kilomètres du parc national des îles de la Madeleine. Elles entourent le lac Retba, encore appelé lac Rose. La teinte originale et changeante de l'eau du cours en fait une destination privilégiée des touristes et ce n'est pas la dernière des merveilles de l'Ouest. Cap au sud à présent, les rideaux sont tombés sur la semaine du tourisme qui s'est tenue au Cap Skirring. La visite des îles a clôturé cet événement dont l'objectif est de relancer l'activité en Casamance. Cap ce soir sur les îles de Wendai et de Caraban à Blazisban. À bord des pirogues, la délégation a entamé une visite des îles pour l'acte final de la semaine du tourisme interne au Cap Skirring. Un tour des îles qui ceinture la station balnéaire a permis de découvrir d'autres merveilles de la localité. Première étape de cette visite, l'île de Wendai. Ici, un bel accueil a été réservé à la délégation. Cap ensuite sur l'île mythique de Caraban dans l'embouchure du fleuve Casamance. Les membres de la délégation ont profité de cette visite pour faire un tour de cette localité avec ses sites historiques. Ainsi, cette semaine du tourisme interne se referme sur des notes positives. Une semaine riche en couleurs, en découvertes et en échanges. Un événement qui a surtout permis de revisiter les merveilles du Cap Skirring et de toute la Casamance. Le reportage du jour s'intéresse ce soir à cette mandarine saisonnière qui nous vient de la Casamance. Au marché Tilène, où une de nos équipes s'est rendue, le fruit est très prisé et bien apprécié. Les vendeurs l'écoulent comme de petits bouts de pain. Qu'est-ce qui fait l'originalité de ce fruit du terroir? Explication dans ce reportage, signé Louise Pizza. Car les vendeurs de la mandarine venant de la Casamance ont adopté une technique de vente pas très courante. Avant tout achat, le client a droit à une dégustation. Les clients apprécient car le fruit a du jus. L'échantillon permet d'attirer plus de monde. Il y a beaucoup de jus, beaucoup d'eau et c'est très sucré. Bon, je suis très surpris d'apprendre que ça vient de la Casamance. Je ne savais pas, je pensais que c'était des fruits que c'est importé. Cette mandarine locale est facile à peler et délicieusement sucrée. Je trouve que c'est délicieux par rapport à la clémentine, je préfère ça. Voilà. Vous préférez ça? Parce que c'est très juteux et puis c'est bien sucré. Les clients en raffolent et confondent le parfum de l'agrume à du miel. Si j'avais fermé les yeux, je pense que je dirais que c'est du miel. Mais puisque j'ai ouvert les yeux, je me dis que c'est pas possible. C'est tellement agréable que ma foi, je me dis d'où peut venir finalement un produit aussi nair. Wow. Il paraît qu'il vient de la Casamance. Non, Casamance? Eh ben,
c'est pas étonnant parce que la terre est très bonne là-bas. Le kilogramme est cédé à 600 francs CFA. Ce fruit saisonnier est un peu plus gros que la clémentine et légèrement aplati. La différence entre la mandarine de la Casamance et la clémentine se situe au niveau du jus. La mandarine locale est appétissante et juteuse. Sur le marché, le stock est épuisable et l'agrume commence à se raréfier. La mandarine locale a une couleur naturelle. Il n'existe pas trop de produits chimiques, contrairement aux autres mandarines. Sa peau est moins claire et souple. Cette mandarine qui a fini d'envahir les étals des marchés est jutée au goût particulier. Les ménagères confient hors micro que son zeste est parfait sur une crêpe. Nous allons encore titiller votre appétit du pain de singe, du mil, de la pâte d'arachide et quelques ingrédients. Et vous avez votre Ngalar de Pâques. Avant le jour J, vendredi prochain, le marché s'anime. À Tilène, les magasins sont bien approvisionnés, alors qu'à la rue Fleuris, où se vendent les seaux, les clients se font encore désirer. Aminata Mbengfal. Au marché Tilène, les commerçants ont fait le plein de stock des denrées qui entrent dans la préparation du ngalar. Pain de singe, mil, arachide, entre autres. Le kilogramme de mil pilé coûte 300 francs. Pour le pain de singe, cela dépend de la qualité. Il y en a à 500 et 600 francs le kilogramme. Pour l'arachide, le kilo est fixé à 700 francs, mais pour la pâte, c'est 1000 francs. Des prix jugés élevés pour certains clients qui préparent une quantité importante de ngalar. 50 kilos gerte, 50 kilos. Si on veut acheter 50 kg d'arachide, 60 kg de mil, un sac de sucre, en plus des autres ingrédients, cela demande forcément des moyens. Mais j'avoue que c'est difficile. Tout est cher. Le pain de singe, l'arachide, le mil. Au lieu de diminuer les prix, nous avons constaté une hausse sur certaines denrées. Chez les meuniers et autres qui s'activent dans la transformation d'arachide en pâte, l'activité marche timidement. Les clients viennent petit à petit. Ce n'est pas encore le rush. Espérons que d'ici 2 jours, ils seront plus nombreux. Un autre business qui marche en cette période de préparatifs des fêtes de Pâques, la vente de seaux. À la rue Fleurus, les commerçants guettent les clients qui se font encore désirer. Le temps s'endure maintenant, on est lundi, de lundi à dimanche, il ne reste pas grand-chose. Une semaine pour le Pâques, ça y est, gala gala. Le seau n'a pas changé de prix, chaque année c'est le même prix. Il y a 800, il y a 600, il y a 500, ça dépend. À quelques jours des fêtes de Pâques, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Les commerçants espèrent tout de même écouler leurs marchandises d'ici vendredi. Côté client, rien n'est de trop pour servir du bon ngalar à la famille et aux amis. Au cœur de nos cultures, la rubrique nous amène à Bakel ce soir pour suivre une compétition de pirogues. Une tradition gardée par les Dozo et les Somono, castes vivant aux côtés des Soninké. Cette course de pirogues est une manifestation de bravoure des pêcheurs et c'est l'occasion pour eux d'apprendre quelques secrets de la pêche. Entre les Bosso, les Somono et cette compétition de régate, c'est une longue tradition qui prend sa source au bord du fleuve Sénégal. Ayant longtemps vécu sur les rives gauche et droite du fleuve, ils ont développé un art, un sport commun à tous les pêcheurs, une manière de célébrer la joie d'une pêche abondante. On organisait cette compétition de pirogue, communément appelée régate, après une bonne campagne de pêche. Après chaque hivernage, les femmes demandent à leur mari de manifester leur contentement et leur courage et leur bravoure dans l'eau. Donc elles l'expriment avec la course des pirogues. Pour montrer que les jeunes sont bien portants, ils mangent bien, ils vivent bien, donc c'est bien portant dans l'eau, il faut résister. Voilà. C'est à part de ça qu'on trouve qu'ils apprennent
les secrets de la pêche. Mamou Tchero est la cantatrice des Dosso et Somono. Ses chansons amènent ces jeunes pêcheurs dans un second état et les poussent à se surpasser. Elle magnifie la vigueur et le courage des Dosso et Somono, peuple pêcheur, chasseur de caïmans qui cohabitent avec les Soninké au bord des berges de Bakel. Dans cette chanson, je dis aux jeunes, puisque vous tergiversez à savoir lequel d'entre vous est le plus vigoureux, alors prouvez-le à travers vos pirogues. Avant de faire cette course-là, il faut faire 3 jours en train de réciter des choses pour demander à tous ceux qui appartiennent à l'eau pour qu'ils puissent comprendre que tel jour, tous les bossons et les somonons seront sur l'eau. Donc tout ce qui est mauvais resteront en bas et tout ce qui est bon sortiront. Ça, c'est un secret que les somonons ont. C'est parce que le fleuve Sénégal a ses mystères, et cela, les Dosso et les Somono l'ont compris. C'est pourquoi, avant d'aller au fleuve, les parents transmettaient certains secrets à leurs enfants. Il y a certains instruments avec moi. Ces instruments, quand on les arme, on descend avec ça dans le fleuve, pas avec filet. C'est bruit de 2 fers. Ça fait une genre de cloche dans l'eau, les poissons là viennent. Mais ce n'est pas les petits poissons, c'est les gros poissons. Des fois, l'affaire là va jusqu'à ça dépasse les bornes. Tu vois la tête d'un poisson ici, tu vas jusqu'à 20 km, tu n'as pas le reste. Donc là, on laisse tomber. Aujourd'hui, ces secrets disparaissent petit à petit avec les anciens. Mais ici, on fait tout pour conserver ce qu'il en reste et le Festival des ondes d'intégration sonne chaque année comme une piqûre de rappel. Après la rubrique au coordonnement culture, l'actualité du Dakar, les services techniques de l'État sont bien présents à cet événement religieux pour assister les fidèles. Parmi les plus visibles, les sapeurs-pompiers, une présence permanente qui s'explique. Mamadou Samamba. Le Dakar a fait des pas de géant dans la modernisation de son site. Tentes et autres abris en dur émergent, mais la paille domine toujours. Avec la chaleur, le vent et le reste, le risque est omniprésent. Au Dakar, les moyens de cuisson sont traditionnels avec du bois, de chauffe. Et ce n'est pas des foyers couverts et tantôt non surveillés aux heures de prière. Donc si un coup de vent souffle, donc ça peut amener des brandons ou des escarbilles vers les huttes en paille. C'est le feu. Les soldats du feu sont en alerte maximum. Exercice, surveillance, contrôle et sensibilisation. Ils multiplient les actions envers les fidèles. Cela s'appelle prévention. Ils font de la prévention incendie. Chaque foyer est vérifié si l'extinction est complète parce que les gens partent à l'heure de la prière, les gens partent sans laisser de surveillance à leur feu. Les sapeurs-pompiers avec leurs extincteurs, ils vérifient chaque fois et ils complètent l'extinction. En dehors de cela aussi, il y a des actions de sensibilisation que nous passons souvent. Les sapeurs-pompiers nous sont d'une grande utilité. D'ailleurs, on respecte à la lettre leurs consignes de sécurité. C'est moi qui surveille ici quand les autres vont à la prière. Ils sont là pour notre bien. Pour réussir cette mission, le groupement national des sapeurs-pompiers n'a pas lésiné sur les moyens. On a 51 gradés et sapeurs, dont un officier qui surveille le Dakar en permanence. Nous avons un fourgon qui est derrière nous, flambant neuf, je peux dire, qui peut assurer quand même qu'il y a une autonomie de 7 à 8 000 litres pour éteindre un incendie. À cela s'ajoute un fourgon de 10 000 litres aussi pour appuyer. Si maintenant quelque chose nous dépasse, il y a 16 véhicules de l'hydraulique qui sont présents. Le spirituel et le temporel conjuguent ici leurs efforts pour une réussite totale du Dakar de Médina Gounass. En fait,
Ils travaillent tous pour la seule et même cible, le citoyen sénégalais où qu'il se trouve dans ce pays et quelle que soit sa croyance ou son appartenance. La RTP s'est également déployée au Dakar de Médina Gounass. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes veut s'assurer de la qualité du service mobile et Internet. Le directeur général a apporté son soutien au comité d'organisation. Le Dakar de Médina Gounass est une implantation humaine temporaire certes, mais de forte densité. Les besoins en télécommunications sont immenses et complexes, raison pour laquelle l'autorité de régulation tâte ici le pouls des liaisons mobiles et Internet. Objectif du directeur général et de son staff, s'assurer que le service est correct et ininterrompu. Nous constatons sur le plan de la voie une bonne couverture de la voie parce que les 3 opérateurs sont présents sur le site du Dakar. Cependant, il y a des améliorations à faire, notamment pour Tigo en ce qui concerne la couverture de la 3G. J'ai testé, bien sûr, avec mes collaborateurs qui ont tous les outils pour driver la qualité de service. Nous avons testé, nous avons constaté que certes, il y a des améliorations à faire, mais l'essentiel de la couverture sur le plan de la voie a été assuré. Il reste maintenant à faire en sorte que la qualité de service puisse suivre. Autre point sur lequel Abdou Karim Sall et son équipe ont communiqué, le free roaming. Allègement de charges téléphoniques dont on a besoin ici, car le Dakar de Médina Gounass est une CEDEAO en miniature. Et les fidèles ont besoin de rester connectés avec leur famille et les zones d'origine. C'est heureux. Il est heureux de constater que nos parents de la sous-région viennent nombreux au Dakar de Médina Gounass et le free roaming leur permet de communiquer avec leurs proches sans difficulté. C'est ça aussi l'intégration. La RTP n'est pas venue au Dakar les mains vides. L'autorité, à travers son directeur général, a offert au comité d'organisation des téléphones portables, des consommables électroniques et un don en eau minérale. Satisfait du geste, le petit frère du calife Thierno Abdoul Aziz Ba a remercié et prié et promis de rendre compte au calife. Pour terminer, le procès de Blaise Compaoré et des ministres de son dernier gouvernement s'ouvre le 27 avril. Procès qui se tiendra sans l'ex-président du Burkina Faso en exil en Côte d'Ivoire, Seydina Dunfal. C'est ce 27 avril que se tiendra le procès de Blaise Compaoré et de ses ministres de son dernier gouvernement. C'est ce qu'a annoncé la Haute Cour de justice du Burkina Faso. Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire. Lui et ses co-accusés seront jugés pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime. Selon des sources officielles, 33 personnes ont été tuées lors de ces manifestations. Toutefois, le gouvernement déchu est poursuivi pour complicité présumée d'assassinat de 7 manifestants à Ouagadougou et pour 82 blessés. Ce procès se tiendra sûrement en l'absence de Blaise Compaoré, accusé principal. L'ex-président qui se trouve en Côte d'Ivoire a été naturalisé ivoirien. Par contre, plusieurs de ses ministres sont au Burkina Faso. Ils sont inculpés et interdits de sortir du territoire. Ils risquent tous la peine de mort. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le Nigérian Abdallah Bouraima remplace Hadjibou Soumaré à la tête de la présidence de la commission de l'UEMOA. Ce soir, retour sur le compromis qui a abouti à ces nominations. Le Sénégal perd ce poste mais prend la vice-présidence de la BCEAO, la présidence du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Dakar, ville touristique, la capitale du Sénégal, attire. Entre ces îles de la Madeleine, son phare et son monument de la Renaissance, plusieurs autres sites visités
visité par des milliers d'étrangers chaque année. Il faut dire qu'en face de l'océan Atlantique, Dakar et ses merveilles vous invite à prendre un bol d'air avant d'atterrir au Cap Skirring. Le fruit de la Casamance, la mandarine casamançaise, elle a tout pour rivaliser avec les autres variétés. Il faut dire que son jus, son goût, son zeste, autant de qualités qui font de ce fruit justement un bon produit made in Sénégal, mais bousculé par la concurrence. Le gala de Pâques, c'est ce vendredi, 3 jours avant l'événement. Le marché prend des couleurs. 1000 pâtes d'arachide, pain de singe, les produits qui font courir en cette période sont bien là. Et puis dans la rubrique au cœur de nos cultures, une compétition de régate qui résiste au temps. Bosso et Somono, ces peuples du Mali rivalisent d'ailleurs autour du fleuve avec leurs pirogues. Ils célèbrent ainsi une bonne campagne de pêche ou une période d'hivernage prometteuse. Bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le compromis qui a abouti à la nomination du Nigérien Abdallah Bourayma à la tête de la commission de l'UEMOA. Dans les coulisses du sommet d'Abidjan, que de tractations. Le Sénégal perd en poste mais prend la vice-gouvernance de la BCEAO et la présidence du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers par Biram Biguenya. Dans les coulisses du sommet, les négociations et autres tractations ont commencé aux premières heures d'une matinée crue entre pays membres de l'UEMOA. Le Sénégal hérite par ailleurs du poste de président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. C'est ainsi que le président de la République Macky Sall a regagné Dakar le même jour en début de soirée. Rend hommage à Justina Miguel Gilles, la directrice de la pouponnière de la Médina, a reçu la croix d'officier de l'ordre d'Isabelle la catholique. La récipiendaire est connue pour son humanisme et son dévouement à l'endroit des enfants. La première dame était l'invitée d'honneur, Lamine Touré. La croix d'officier de l'ordre d'Isabelle la catholique remise à la sœur Justina Miguel, une distinction qui récompense la générosité de la directrice de la pouponnière de la Médina. Il s'agit d'un hommage à une personne qui exemplifie des valeurs de solidarité, de générosité et d'amour. Valeurs qui sont admirées par tous ici présents et que le gouvernement d'Espagne a voulu remarquer par l'octroi de la croix d'officier de l'ordre d'Isabelle la catholique que j'ai le plaisir de remettre à sœur Justina. Des nouveau-nés aux personnes les plus vulnérables, la sœur Justina ne cesse d'amplifier les valeurs de solidarité et c'est cet humanisme qu'elle partage avec la première dame venue assister à cette distinction. À 80 ans, dont 43 consacrés aux œuvres sociales en Afrique, la directrice de la pouponnière de la Médina vient encore d'être honorée au plus haut niveau par le gouvernement d'Espagne. Son travail lui a valu l'appui, le respect et la reconnaissance de la communauté locale et internationale de Dakar, y compris les organismes officiels, les entreprises et les entités sénégalaises, avec lesquelles elle maintient d'excellentes relations à tous les niveaux. Plusieurs membres de sa famille religieuse ont assisté à la cérémonie. Fierté et émotion ont vivement marqué. Je suis de la Banque centrale qui travaille au ministère de l'économie et des finances, M. Momodou Ndiaye, qui déjà représentait le Sénégal dans cette commission. Je l'ai proposé, il a été désigné par les chefs d'État comme président du CRINF et comme je vous l'ai dit, dès la fin du mandat du Niger à la Banque centrale, le Sénégal également va prendre le poste de vice-gouverneur et à la fin du mandat unique du Niger, il est retenu à partir de 2021, le Sénégal reprend définitivement le poste de l'UEMOA. Voilà le compromis qui a permis non seulement d'avancer dans le cadre de la solidarité, mais aussi de renforcer la marche de notre union qui déjà a eu des performances économiques remarquables. Autre sujet important évoqué au cours de la séance à huis clos, l'état de santé de la monnaie commune. Les derniers indicateurs sont au vert, le franc CFA se porte bien, contrairement aux informations véhiculées ça et là. Le président Alassane Dramane Ouattara monte au créneau. Notre monnaie se porte bien. La zone UEMOA
des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation. Alors que, en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ de 3 mois d'importation. Les politiques macroéconomiques sont bien tenues. La croissance économique est forte, 4 fois la moyenne sur le continent africain, 6,8%, comme je l'ai dit, par rapport à 1,6% pour la moyenne du continent. Le taux d'inflation est maîtrisé, moins de 2%. Les déficits budgétaires également. Et bien sûr, la dette extérieure fait l'objet de toutes les attentions. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres, et notamment nos populations, que notre monnaie est saine et elle a de bonnes mains. La voie de la sagesse a donc triomphé pour préserver l'esprit de solidarité et d'intégration sociale pour l'avenir de l'Union, qui, pour présider aux destinées de la commission de l'UEMOA, la question est sur toutes les lèvres et tout se joue entre le Sénégal et le Niger. Le Sénégal et le Niger avaient une divergence sur la question de la présidence de la Commission. Le Niger, fort de l'acte additionnel qui a été signé en 2011, était dans son droit d'exiger que le poste lui revienne. Le Sénégal également, considérant que lorsqu'il a appris, et lorsque j'ai appris en 2013, l'existence de cet acte additionnel, j'avais saisi lors d'un sommet à Dakar, sommet de l'UEMOA suivi du sommet de la CEDEAO de 2013, que nous acceptions la rotation globale ou alors que nous différions l'application sélective de cette rotation sur la seule commission de l'UEMOA. Et sur cette base, il y avait eu un consensus non acté, mais un consensus oral entre chefs d'État qui avait permis de maintenir le statu quo, ce qui avait permis le renouvellement, entre autres, de tous les postes du gouverneur de la Banque centrale, des 2 vice-gouverneurs et lorsqu'il s'est agi de renouveler la commission, on a achevé. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État se retrouvent à huis clos pour attaquer les sujets sensibles. Parmi ces questions, la succession de Hadjibou Soumaré à la tête de la commission. Il s'agit pour les chefs d'État de trouver un accord bâti sur des éléments de compromis. Aujourd'hui, la sagesse a prévalu et j'ai accepté, à la demande de mes pairs, de laisser terminer le mandat du vice-gouverneur du Niger, que le Sénégal va récupérer dès 2018, à la fin de ce mandat, pour un mandat de 3 ans. Et en attendant, le Sénégal hérite de la présidence du CREMF, qui est le Conseil régional pour l'épargne et les marchés publics. Nous avons désigné le président, un cadre supérieur. Marqué la bénéficiaire. Le seul mot que jaillit de mon cœur, c'est un mot de gratitude. Tout d'abord, envers Dieu qui me garde en vie active jusqu'au présent. Ensuite, envers l'État sénégalais, ma famille religieuse et ma famille biologique. Tous les organismes, bienfaiteurs, collaborateurs dans l'hôpital principal, Albert Royer et leur corps médical. Diplômée en médecine, la sœur Justina Miguel continue de servir les plus démunis. Aujourd'hui, elle fait partie des ressortissantes espagnoles au Sénégal qui font honneur à leur pays. Deuxième édition des journées portes ouvertes du Conseil économique, social et environnemental. Ouverture ce matin en présence de la présidente de l'institution, la gestion durable des ressources naturelles. Et le thème de cette année, l'événement permet de rendre plus visibles les activités du Conseil. Hamidou Diop. En organisant ces journées portes ouvertes autour du thème « La gestion durable des ressources naturelles au Sénégal », le Conseil économique, social et environnemental répond à l'appel du président de la République qui avait demandé à cette institution de trouver des modalités de gouvernance de ces futures ressources. Il est convenu d'appeler la malédiction du pétrole, c'est parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place en réalité des mécanismes d'une exploitation inclusive de gestion durable de leurs ressources. Cependant, on peut bien noter que la découverte et l'exploitation bien encadrée du pétrole et du gaz dans d'autres pays ont été un grand catalyseur
du développement économique et social. L'initiative du Conseil économique et social, institution de dialogue et de contribution, est saluée par le Conseil économique ivoirien qui a envoyé son président. Notre présence à ce rendez-vous revêt une double symbolique. La première nous renvoie au lien séculaire d'amitié